la notion de changement, en fin de compte, l'idée principale est de déterminer, si vous voulez, la notion de résistance donc, au changement, à savoir s'il s'agit d'un mythe ou d'une certaine réalité. Bien entendu, on va basculer sur le fait qu'il s'agisse d'une certaine réalité, mais il faut faire un constat au départ. Le constat, effectivement, c'est que le résultat pour les managers ou pour les dirigeants est assez décevant lorsque, effectivement, le manager considère que le changement, l'évolution est indispensable à la bonne évolution donc, de l'entreprise. L'idée, c'est que toute entreprise, toute entité, toute organisation a vocation, bien entendu, à évoluer. Pourquoi ? Parce que l'environnement dans lequel est plongée cette structure évolue. Donc, cette même structure doit évoluer. Nous avons déjà vu en entrevue ou développé tout ce qui était facteur cognitif ou de contingence. Et effectivement, les managers ou les dirigeants se heurtent à certains changements. Donc, ils se heurtent à quoi ? Eh bien, effectivement, à la force des habitudes des salariés. Et nous voyons ici tout ce qui est plutôt, routine, habitude, routine. Pourquoi pas, culture. C'est là-dedans que l'on met tout ça. Ensuite, la position des cadres relativement conservateurs. Ils ont l'habitude de travailler sur un certain mode. Ils ne veulent pas changer de mode. L'immobilisme, bien entendu, de l'administration. Les manœuvres des concurrents et, pour terminer, bien sûr, tout ce qui est syndical, à savoir, on a des exemples aujourd'hui dans des grosses entreprises. Alors, curieusement, si vous voulez, cette problématique de résistance au changement s'applique pour tout ce qui est grosse structure, toute structure bureaucratique. On s'apercevra que dans les petites structures, celles-ci ont vocation à évoluer naturellement. Mais lorsqu'effectivement, dans les grosses structures, les relations, si vous voulez, la coordination entre les différents agents ont été formalisées, eh bien, il paraît relativement difficile de modifier, les différents modes de coordination. Donc, nous trouvons effectivement certains éléments, nous nous trouvons face à ces différents éléments qui nous empêchent effectivement d'appréhender facilement, si vous voulez, un changement. Donc, une certaine résistance et l'origine de cette résistance est multiple. Alors, effectivement, on va essayer d'expliquer donc le phénomène. Donc, on va essayer d'expliquer le phénomène de façon relativement large, si vous voulez, toujours dans cette notion de mythe ou réalité. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de phénomène global et universel donc, de résistance donc face à des projets d'entreprise. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, au niveau stratégie, le but principal est d'avoir, si vous voulez, des projets partagés. Plutôt, chaque acteur, si vous voulez, est soumis à des contraintes. Chaque acteur, on va parler de salariés ou de groupes de salariés, soumis à des contraintes et déploie effectivement des stratégies personnelles, des stratégies personnelles adaptées à sa situation personnelle. On ne va pas résister pour résister, mais surtout qu'on va constater que la situation, si vous voulez, de la personne va être malmenée, donc on a effectivement le réflexe de faire une certaine résistance. Bien entendu, on va basculer dans tout ce qui est sociologie du travail, puisqu'il y a dans les entreprises des groupes d'acteurs ayant trouvé des solutions personnelles, aux problèmes à résoudre. Donc les solutions personnelles ne sont pas, des solutions, généralement admises pour l'organisation. Donc chacun se comporte de manière relativement rationnelle. Alors l'idée c'est quoi ? C'est-à-dire prend en compte ses propres intérêts, intérêts par rapport à l'organisation. Et effectivement, nous verrons dans le module suivant que l'objectif principal d'une résistance au changement, c'est de mettre en concordance, on a essayé de mettre en concordance, en tous les cas, les intérêts personnels et une certaine rationalisation de la perception que l'individu a de l'organisation avec l'objectif donc du changement. Bien entendu, il s'agit ici de la sociologie des organisations, puisqu'on va parler d'acteurs, de rapports de force, de pouvoir. On est dans la sociologie, donc prônée par Crozier
et donc Friedberg, qui sont des auteurs post-école des relations humaines. Alors effectivement, vous avez ici une conception, la conception par rapport, si vous voulez, aux intérêts personnels ou aux groupes de personnes avec des intérêts de groupe. Donc cette perception ouvre sur une analyse des intérêts donc, et des enjeux de chacun plutôt qu'une attitude, si vous voulez, défensive pour être défensive. L'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les gens résistent au changement. Et la résistance au changement se fait effectivement sur des éléments particuliers qu'il faudra diagnostiquer pour ensuite appréhender tout changement. Donc là, il s'agit ici d'une certaine réalité. Alors la différence entre mythe et réalité, c'est tout simplement que si on considère le changement comme un mythe, c'est tout simplement une résistance pour résister. Alors effectivement, je ne dis pas qu'il y a des personnes qui entrent dans cet objectif, mais effectivement, la résistance est justifiée par des comportements d'acteurs qui souvent sont en différence, où on a un comportement d'acteurs différent, effectivement, par rapport au projet, ou au moins, j'allais dire, à la modification donc, de l'organisation. Donc à cela, si vous voulez, certains considèrent que le but principal, ou plutôt, j'allais dire, certains considèrent que face à cette résistance, il faut entamer des changements radicaux. Et c'est j'allais dire, le développement que nous allons faire. Donc c'est le mythe donc, de la table rase et la réalité et les réalités organisationnelles. Donc effectivement, dans le premier cas, certains pensent, le principe donc, de la table rase, certains pensent que chaque, si vous voulez, promoteur de changement, j'allais dire, donc chaque promoteur de changement porte en lui, donc ça c'est l'idée, donc j'allais dire les germes d'une réforme ambitieuse. Donc l'idée c'est qu'effectivement la personne, le manager, le dirigeant qui désire, j'allais dire modifier la structure, modifier l'organisation de l'entreprise, ou au moins basculer dans des changements, eh bien dans la plupart des cas effectivement il s'agit d'une réforme ambitieuse. Alors, quelle est l'origine de cette réforme ? Tout simplement, vous avez tout ce qui est révolution, entre guillemets, donc technologique, économique ou organisationnelle. Donc, le but principal, ou plutôt le but avoué, ou le but de ce manager ambitieux, c'est de basculer sur une organisation, une structure complètement différente de la structure antérieure. Donc c'est pour cela que rien ne sera plus comme avant du fait des révolutions technologiques, économiques ou organisationnelles. Bien entendu, le but principal pour ce manager, c'est de rompre avec le passé, du fait, j'allais dire, de ces bouleversements. Bien entendu, certains prônent le principe de la table rase, c'est-à-dire qu'on va modifier radicalement la structure antérieure. Pourquoi ? Je veux dire, cette méthode étant justifiée effectivement par l'ensemble des évolutions technologiques, économiques, donc subies ou accompagnées donc par la structure, la table ou l'organisation. Donc, certains pensent qu'effectivement, alors on peut avoir effectivement la stratégie, si vous voulez, de la rupture, c'est la mode, ou du chaos. L'idée principale, c'est qu'une structure allant vers le mur, le but principal ensuite, c'est d'arriver à un changement, de forcer le changement. Bon, c'est plutôt la table rase, c'est la conséquence donc de cette volonté, j'allais dire, de changer radicalement les choses. Cependant, il existe une certaine réalité. Donc pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que les changements réussis donc, ont su associer les éléments d'innovation et préserver les acquis antérieurs. Contrairement, si vous voulez, au mythe de la table rase, le but principal, c'est de préserver les acquis, première des choses, et deuxième chose, d'apporter des éléments d'innovation. Ça, c'est une première approche intelligente. Effectivement, faire la table rase, sauf effectivement face à une situation relativement compliquée, eh bien, ce sera difficilement applicable. Bon, bien entendu, le changement donc est vu le changement peut être vu comme une certaine rupture. Donc, dans cet esprit-là,
dans cet esprit-là, effectivement, le but principal, c'est de considérer effectivement les acteurs ou plutôt frapper les esprits. Voilà, l'idée est un peu là, c'est frapper les esprits, bien qu'on reste sur une volonté de garder ce qui est bon dans l'organisation. Le but, c'est effectivement de mettre les acteurs ou les parties prenantes de la structure dans cette démarche dynamique donc de changement. Donc il s'agit de frapper les esprits. Donc effectivement, les deux mythes, le mythe de la table rase et le mythe de l'évolution d'une certaine réalité organisationnelle sont assez associés. Et effectivement, la notion de résistance est évoquée. Donc, car effectivement, on a conçu le changement comme une rupture totale. C'est pour cela peut-être que, les acteurs ou les parties prenantes, surtout les salariés, on a compris, donc considèrent le changement comme étant un mal, du fait qu'il s'agit d'une rupture totale. Donc, et cela va entraîner effectivement des réactions fortes des acteurs de l'organisation. Mais le but principal étant effectivement de concilier les deux approches. D'abord une approche du changement, à savoir, alors on ne va pas jusqu'à la table rase, mais d'accepter ce changement tout en gardant ce qui est bon. Donc une réalité organisationnelle, donc un diagnostic, et deuxièmement, effectivement, une modification, un changement. Voilà. Il faut que, le changement ait du sens. Et du sens, pourquoi? Et du sens d'abord pour qui? Et du sens pour la notion que nous avons déjà vue, les parties prenantes. Alors, il s'agit de développer ici, il faut, pour que ce changement soit accepté par les parties prenantes, qu'il ait du sens. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer la structure. Pour changer, il faut réaliser un objectif. On pense donc à informer les acteurs et à perfectionner les outils donc à mettre en place. On va parler effectivement de parties prenantes et mais la problématique, c'est une problématique plus de regard des parties prenantes par rapport au changement, puisque la perception qu'en auront les parties prenantes dépend avant tout de la lecture qu'ils sont capables ou pas de faire de tout ce qui est proposé par les dirigeants. Donc ça a du sens, il faut que ce changement ait du sens. En gros, il faut se poser la question pourquoi ce projet, quelle est sa légitimité et enfin où cela mène-t-il. Donc l'idée principale, effectivement, c'est que tout changement accepté doit avoir du sens et que ce sens soit compris par les parties prenantes. En effet, de nombreux échecs, ne sont pas liés à des erreurs techniques ou à des maladresses, donc, puisque, souvent, la technostructure, fait bien les choses, mais par contre, le changement, c'est traduit par un échec du fait de l'incapacité à faire partager aux acteurs concernés la véritable signification donc, du changement. Donc, avant tout, pour qu'un changement puisse, réussir, il faut qu'il ait un véritable sens. C'est pour cela que c'est la première démarche, peut-être, pour les promoteurs donc, du changement, au moins de communiquer le sens au changement. Bien entendu, on peut traiter, si vous voulez, différentes raisons de l'échec donc d'un changement. Première des choses, parce que la vision même du changement est contestée par l'ensemble des parties prenantes donc de l'entreprise, à savoir le personnel, les fournisseurs, les financiers, les banques ou les analystes, donc qui n'ont pas véritablement saisi pourquoi il fallait changer. Donc, première des choses, l'idée c'est contester, si vous voulez, la vision que le manager a du changement. Ensuite, il faut bien que, la deuxième raison apparaît un peu plus difficile, c'est-à-dire qu'il faut bien que le manager soit sûr du sens de ces réformes. On est bien d'accord que
j'allais dire, l'incompréhension peut être diverse, mais surtout, les managers, les dirigeants n'étaient pas sûrs du sens des réformes. Et nous avons vu surtout que pour qu'une réforme puisse être, acceptée, il faut que le sens soit accepté et compris. Donc déjà, si les dirigeants ne sont pas sûrs de le sens du changement, vous imaginez les parties prenantes. Ensuite, effectivement, il faut que le débat, que le changement même pensé à l'origine, dérape, car les justifications avancées font l'objet d'un débat. Donc ça veut dire que les gens ne sont pas d'accord sur, le sens à donner au changement. On va pouvoir donner des exemples. C'est le cas, si vous voulez, des restructurations qui n'étaient pas véritablement justifiées par la dureté de l'environnement. Il y a un débat sur, le diagnostic même de l'environnement ou la pression des actionnaires. Ces mesures sont présentées comme devant sauver l'entreprise. Sont-elles durables? Quel est le vrai projet de la direction? Donc là, effectivement, vous avez une certaine divergence. Ensuite, la fonction, bien entendu, contrôle de gestion, est confrontée à cette question de sens. Elle ne peut y répondre seule. Et vous avez effectivement la fonction RH qui est également très concernée par ce sens donné au changement. Elle peut en faire prendre conscience aux autres et aider la direction à avoir un message clair. Donc, les échecs, effectivement, c'est d'avoir une vision relativement contestée, de ce changement, au regard, tout simplement, que les dirigeants eux-mêmes ne sont pas sûrs du sens à donner au changement, que des divergences apparaissent quant à la justification du changement. Donc, tout cela vient d'une seule question, la question de sens, du sens donné au changement. Donc, une problématique déjà intéressante à développer, à savoir que tout changement réussi doit avoir un sens et ce sens doit être compris de toutes les parties prenantes à ce changement. Qu'est-ce que le changement? Alors d'abord, soyons clairs. On parle généralement du changement, mais en fait, les entreprises sont confrontées à de multiples changements. C'est pourquoi, en fait, nous pourrions, à la limite, parler des changements. Bon. Alors, souvent, vous avez des espèces d'incantations qu'on appelle « change or die », changer ou mourir. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le changement est l'acte par lequel une organisation se modifie, ou est modifiée dans quelques-uns de ses caractères les plus fondamentaux. Bon. Alors, vous pouvez avoir des petits changements, des petites organisations, des déplacements de bureaux. Ceci n'est pas très grave. Mais pour Michel Crozier, auquel j'aime bien me référer, parce que c'est un grand sociologue des organisations, dois-je dire aussi, ça a été le premier professeur de management et de sociologie des organisations qui a été professeur permanent dans une grande université américaine à Princeton. Eh bien, il disait d'abord, c'est la transformation d'un système d'action. C'est-à-dire qu'il y a système et action. C'est-à-dire transformation dans le jeu des acteurs et dans la marche totale du système. Bien. C'est pas donc uniquement une solution de crise, mais c'est souvent un problème en soi à gérer. Bien. C'est le problème qui fait que les organisations peuvent être confrontées à des changements structurants, c'est-à-dire aussi des changements qui peuvent changer les équilibres humains. Bien. Alors, je vais donner un exemple pour les étudiants, les apprenants. Il se trouve que nous ne sommes plus jeunes, je ne suis plus tout jeune, mais j'ai pu voir l'effet, par exemple, de la mixité dans des grandes écoles de commerce. Il se trouve que lorsque j'étais étudiant, HEC, ESSEC, ESCP n'étaient pas accessibles aux jeunes filles. Je dirais même, elles étaient interdites aux filles. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lorsque la mixité fut acquise, eh bien, elles troublèrent les routines. Elles avaient envie véritablement de réussir et elles ont véritablement aussi, en gros, un peu boosté les gens à être quelquefois plus sérieux et à être plus travailleurs. Je ne veux pas dire que les gens n'étaient pas travailleurs, mais enfin, si vous voulez, il est vrai que l'atmosphère des écoles a fondamentalement changé. Bien. Alors, de la même manière, pourrais-je vous dire, mon premier poste véritable de cadre d'entreprise, puisque j'étais cadre d'entreprise,
J'étais dans une grande entreprise du CAC 40 que je ne nommerai pas. À l'époque, sur 3000 cadres, il y avait une femme. Voilà, bien. Donc les valeurs viriles étaient mises en cause en avant dans le travail et même dans les activités extra-professionnelles, notamment les activités sportives. Bon, nous n'avions que des activités. On mettait en avant le rugby, même s'il y a du rugby féminin, mais enfin à l'époque ça n'était pas tellement. Mais enfin, c'était ceci. Bien. Et c'est vrai que l'atmosphère a complètement changé et même l'organisation des journées de travail. Bien. Alors ce sont des exemples, des petits grands changements voulus, subis. Bon. Des changements sont voulus, ou quelquefois les changements sont subis. Bien. Alors, si vous voulez, c'est pour ça que le changement est souvent analysé à ce moment-là comme la rupture avec un passé traditionnel, bridant la liberté. Bien. Alors, bien, les changements radicaux sont souvent quand même rares.